Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sandrine. Sandrine qui a créé une école de sorcières, une école dédiée aux femmes, appelée Le Chaudron. Et elle va nous en dire plus tout de suite. Bienvenue à toi, Sandrine. Ah, merci beaucoup. Alors, le Chaudron, oui, c'est une école de sorcières, mais sorcières dans le sens femme libre, rebelle et indépendante et insoumise. Euh, je me suis basée sur le symbole de la sorcière qui a été euh, qui a été persécutée pendant des siècles et je me suis beaucoup renseignée sur leur histoire. Et en fait, ces sorcières étaient surtout des femmes libres. C'était surtout des infirmières, des sages-femmes, des femmes médecines, des ermites, en gros, des femmes qui échappaient peu ou prou au système patriarcal, donc au système religieux, qui n'avaient pas de mari, ou qui étaient veuves. Il y a des histoires de femmes qui se sont fait juger et sont assez terribles parce que tu te rends compte que c'est pas on a l'impression que c'était une folie meurtrière de l'Église de l'époque qui était obscurantiste, mais tu te rends compte en fait que les raisons étaient économico-sociales souvent. Tu avais un voisin qui voulait récupérer la terre et la maison de la voisine qui venait d'être veuve. Bon, ben, il allait dire qu'elle était sorcière et puis récupérer ses biens après, quoi. Donc, c'est tout ce symbole-là de la sorcière, de la femme libre, dangereuse, un peu rebelle, voilà, qui se laisse pas compter les choses et puis qui veut prendre sa vie en main. Voilà. Donc, c'est ce symbole que j'utilise en fait, hein. C'est une école de femmes libres et qui a pour but de couvrir tous les angles morts de la société actuelle et du patriarcat, tous les sujets qui font du mal aux femmes, toutes ces choses qu'on nous enseigne pas et toutes ces informations qu'on n'arrive pas à trouver. Donc, par exemple, concernant nos cycles, concernant l'entrepreneuriat au féminin, donc vraiment, comment faire pour faire en sorte que l'entrepreneuriat au féminin devienne quelque chose de puissant, quoi. Qu'on ne réussisse pas malgré le fait qu'on soit des femmes, mais qu'on réussisse parce qu'on est des femmes. Comment mettre en avant nos qualités, comment nous lancer, voilà. Et après, bon, ben voilà, j'ai mis un sujet, c'est vraiment, ben là, pour le coup, les femmes ont tellement de besoins qu'à chaque fois, je vois quelque chose qui manque et puis je vais pouvoir le développer. À chaque fois avec une pléiade de professeurs. Donc, c'est pas moi qui donne les cours. Donc, par exemple, je vais lancer un parcours complet sur les cycles féminins. Donc, il y a une prof de bio, il y a une herboriste, il y a une prof de yoga, il y a une prof de méditation. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et on part toujours de quelque chose de très concret, on est dans le réel. Mm. Euh, voilà, c'est pour ça on part de cours de biologie et ensuite on va pouvoir aller vers des choses qui vont plus vers notre côté intuitif et des médecines alternatives, par exemple. Je trouve ça super justement que tu arrives à travers tous ces cours et cette approche à allier finalement le côté très concret, la science et concrètement comment on est fichu et comment on fonctionne, et le côté plus effectivement spirituel, éveil, la conscience des choses, nos ressentis, notre intuition. Et finalement, on est tout ça. Et je trouve ça vraiment super. Moi, quand tu parles de chaudron, j'ai l'impression que c'est la marmite, tu sais, à formule magique dans laquelle on met un petit peu tout ce qu'on est et on se transforme avec ce côté alchimiste en reprenant vraiment son propre pouvoir d'arriver à se transformer soi et à transformer sa vie dans la connaissance de soi. Et je trouve ça vraiment super que tu amènes ça parce que c'est vrai que on est en 2020, mais mine de rien, il y a encore plein de sujets tabous.
on n'apprend pas spécialement aux petites filles à devenir des femmes et beaucoup de femmes ne se connaissent pas vraiment. Il y en a beaucoup qui vont pas spécialement régulièrement également chez les gynécologues et puis quand bien même ça leur paraît un peu dégueu donc elles posent pas trop de questions. Je crois que les fois où les femmes se connaissent le mieux, c'est peut-être quand elles ont un suivi régulier pendant la grossesse parce que voilà, ça se passe comme ça et que là c'est même pas pour elles, à la limite qu'elles le font, c'est plus même pour leur bébé. Et je trouve ça intéressant justement de mettre les pieds dans le plat quelque part et de parler de ce dont on ne parle pas, d'expliquer et de éveiller peut-être la curiosité et l'intérêt des femmes pour les pousser à se connaître davantage et à prendre plus possession de qui elles sont, mais de façon très inclusive finalement. Peut-être qu'il y a des fois d'ailleurs tu abordes des sujets qu'on ne se pose pas spécialement et qui pourtant font partie de ce que l'on est dans le grand F, j'allais dire, de la femme. Donc je trouve ça vraiment super que tu oses simplement parler de tout ça, que tu oses aller chercher des personnes qui font ça aussi depuis des années. Je pense à tous les professeurs effectivement auxquels tu fais appel pour faire ces parcours de femmes avec un S et que tu partages ça finalement au plus grand nombre. Qu'est-ce qui justement t'a amené à faire ce que tu fais de cette façon-là aujourd'hui? Ouf, c'est une question qui peut amener un roman fleuve. Alors, je vais essayer de synthétiser, mais j'ai toujours été féministe, enfin depuis longtemps, euh, et j'ai toujours été consciente des inégalités, puis ça me mettait en colère. Et donc j'étais comme ça, la fille qui pétait l'ambiance pendant les soirées, tu vois. La casseuse d'ambiance, c'était moi, tu vois. Et j'étais vraiment la redresseuse de tort de la condition faite aux femmes là. Tu sais, fallait vraiment que ouais, c'est ça, j'étais une justicière. Et mais, mais ça épuise moralement, c'est difficile parce que plus tu refais des recherches et plus tu te rends compte de l'ampleur du travail qui reste à faire, que tu te rends compte de l'ampleur de la méconnaissance des gens et de tout le travail de sape qui est fait par le pouvoir en place. Et quand je parle de pouvoir, je parle des instances de pouvoir essentiellement masculines. Euh, et donc, je commençais à être vraiment frustrée. Et puis, il y a un événement de vie qui a été très douloureux et qui m'a donné une grande claque et qui m'a encore mise encore plus en colère face à l'injustice de tout ce qui m'arrivait. Et c'est là que j'ai eu l'idée de transformer cette colère en quelque chose d'autre. Donc, en premier, j'ai créé ma marque de bijoux en céramique féministe qui s'appelle La Fauve. Et en fait, ben, je vends des petites vulves en céramique. C'est la mienne qui est là. Donc voilà. Parce que c'est des talismans, parce que ça fait du bien, parce que quand je mets mes vulves, ben, je me sens mieux, je me sens plus forte. Et je me suis rendu compte que le potentiel était pas aussi grand que ce que je pensais. Et surtout, que il fallait, si j'avais voulu vivre de ça, il aurait fallu que je passe 10 heures par jour à l'atelier, plus 10 heures par jour à faire de la promo. Enfin, voilà quoi, c'est une vie d'ermite, passer à travailler avec de la terre. Et j'adore ça. Et ça commençait à devenir une contrainte et ça m'allait plus. Et c'est là que j'ai eu l'idée de l'école cet été. Donc j'ai tout récent. Et pour être passé par le même processus par la FOM, je savais que ça pouvait prendre énormément de temps, ne serait-ce que de commencer à communiquer. Donc là, j'ai dit non, 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 c'était en juillet. Je me suis dit non, il faut qu'en octobre, je lance mon premier cours. Et donc, c'est la semaine prochaine. Et du coup,
qu'est-ce qui te parle en fait dans ce que tu apportes aux femmes? Quelle est ton intention finalement derrière ce que tu leur proposes et le cheminement finalement que tu leur permets d'avoir avec tous ces cours que du coup tu leur offres dans les parcours que tu proposes? Qu'est-ce qui est pour toi est vraiment fondamental? Enfin, qu'est-ce qui te porte vraiment dans cette approche, je ne sais pas si on peut dire d'éducation, mais en tout Oui, cas d'apprentissage. oui, oui, c'est de l'éducation, je suis tout à fait là-dedans. Bon, moi, un de mes credos, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Quand tu as l'information, tu peux choisir en conséquence de quoi tu peux te préparer. C'est tous les tabous actuels, moi, ils m'enragent. Tu vois, c'est vraiment prendre les femmes pour des petites filles que de pas les informer. On n'informe pas les femmes sur les difficultés de l'accouchement. On leur dit pas que pendant 12 heures, elles vont avoir hyper mal. Et on leur dit pas qu'au moment de la poussée, il est fort possible qu'elles fassent caca aussi en même temps. Mais c'est fou, quoi. C'est vrai, c'est pas glamour. Mais quand tu le dis aux femmes et que tu leur dis, écoutez, c'est pas grave, c'est la vie, c'est le moment le plus animal que vous allez vivre de toute votre existence, ben là, les femmes, elles peuvent se préparer, elles peuvent faire des choix. Elles sont plus dans la peur. Parce que de ne pas nous tenir au courant de ce qui nous attend, c'est encore pire. Notre imagination, elle est pire que tout ce qu'on va pouvoir vivre. Donc, voilà, c'est ça pour les accouchements. C'est ça aussi pour plein d'événements, pour les fausses couches, pour les IVG, il y a, c'est même plus du tabou, c'est du non-dit. C'est-à-dire que quand ça t'arrive et que tu cherches des informations, tu te retrouves face à un vide intersidéral sur ce que tu vas vivre. Et donc, moi, c'est tout ça que je veux aborder. Et pas que ça, c'est vraiment donner le savoir aux femmes pour leur donner du pouvoir dans leur vie, sur leur vie, leur donner des outils de développement personnel. Donc, du coaching, mais pas que, ça peut être du yoga, ça peut être la méditation, ça peut être vraiment les outiller pour les rendre indépendantes dans leur recherche d'elles-mêmes et dans le fait qu'elles se trouvent elles-mêmes et qu'elles se rendent compte de ce qu'elles veulent vraiment faire dans leur vie en, en oubliant les attentes de la société, de se marier, d'avoir 2 enfants, virgule 1, une belle maison, quoi. C'est ça, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie? Quels sont tes vrais potentiels? Quels sont tes vrais rêves? Quelles sont tes vraies envies? Puis nous, on va essayer de te libérer petit à petit, puis de t'aider à trouver ton chemin. Ça semble très ésotérique, mais au final, la vérité, elle est en nous, quoi. Ouais, non, mais pas du tout, parce que enfin, moi je te rejoins complètement parce que je suis absolument sur ce même créneau-là que toi. Et c'est vrai qu'en accompagnement, bah, parfois il arrive à moi des femmes qui ne se connaissent absolument pas. Parce que de génération en génération, bah, il n'y a pas eu de transmission. Et si on a eu une, ça a été de cache-toi, tais-toi, ne dis pas. Il y a des choses un peu effectivement honteuses. Quand tu parlais de l'accouchement tout à l'heure, moi je sais que j'ai une amie qui a demandé une césarienne pour ça, parce qu'elle avait cette phobie-là de se faire sur elle à ce moment-là et que du coup ça lui gâche son accouchement. Je sais qu'il y a beaucoup de petites filles qui sont, alors de jeunes filles même pour le coup, qui sont un peu traumatisées la première fois qu'elles ont leurs règles parce que bah, on ne sait jamais trop quand est-ce que ça arrive et que bah, même si on a ce qu'il faut dans son sac ou quoi que ce soit, bah, n'empêche que sur soi la première fois c'est pas évident. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on parle. Je pense que notre génération est alors, je vais pas dire plus à l'aise, je vais dire moins mal à l'aise que l'ont pu être nos parents et nos grands-parents, j'en parle même pas. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, on n'arrive pas toujours à trouver les mots pour parler à nos filles. Et je trouve que les questions se posent bah, très tôt. Je sais que moi, mes filles qui ont 7 ans et demi, m'ont posé des questions parfois bah justement par rapport à l'accouchement, comment elles sont nées. Elles m'ont posé la question de mais maman, on se fait pas pipi dessus des fois parce que quand on pousse, tu sais, comme ça. Oui, mais c'est vrai et en même temps,
c'est des questions où je trouve que c'est important de répondre, en fait. C'est important de répondre à leurs questions. Elles m'ont déjà demandé, outre la question de comment on fait les bébés, tout ça, mais par rapport à leur corps, quand est-ce que ça commence à pousser, quand est-ce que on commence à avoir des poils, tout ça. Et je trouve que c'est important finalement dans la connaissance de soi, dans le fait qu'elles grandissent et qu'elles se découvrent. On peut parler de masturbation, etc. aussi, que voilà, c'est une pratique qu'ont les enfants de façon complètement intuitive. Et je trouve ça dommage de bannir un peu ce côté-là et d'absolument faire en sorte que, bah, surtout, on n'en parle pas, ça ne se voit pas et que tu arrêtes ça tout de suite. Euh, et c'est vrai qu'on en est encore là, en fait, à aborder les choses comme ça. Et je trouve que c'est très castrateur, finalement, pour nos enfants dans leur propre épanouissement personnel, dans la propre liberté qu'ils peuvent s'autoriser simplement à être et à se découvrir. J'ai une amie qui parle de plaisir, de sexualité, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte que bah, très peu de femmes, finalement, se connaissent vraiment elles-mêmes aussi à ce sujet-là, connaissent leur plaisir, sont vraiment reliées à leur propre désir et non pas dans la satisfaction, on va dire, de ce qui doit être ou d'un besoin plutôt masculin. Donc, je trouve ça vraiment effectivement important que bah, de plus en plus ce soit proposé, alors que chacune bah, dispose de cela ou pas, en fonction de ce qu'elle est prête à faire, du pas qu'elle est prête à franchir davantage vers elle-même et dans la connaissance de soi, de son corps. Mais vraiment, comme tu disais, casser le tabou. Et je trouve ça amusant que tu proposes ça comme une école de sorcières, parce que pour moi, c'est limite très provoquant et je trouve ça justement génial en voulant casser les tabous, d'être dans cette provocation. En tout cas, pour moi, ça me parle énormément. J'espère que ça parlera à tout un chacune, parce que moi, ça m'intéresse énormément. Et, et donc voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Et donc tu disais que justement tu avais envie de développer des ateliers particuliers pour les adolescentes, pour les jeunes filles, avec ou sans leur maman. Et je trouve ça vraiment bien qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour elles aussi, parce que finalement cette éducation aujourd'hui, elle se fait dans les cours de collège, de lycée, elle se fait entre copines avec des choses qui parfois sont complètement fausses et qui construisent justement des images complètement déviante par rapport à ce qui est vrai d'ailleurs dans la réalité, tout comme les garçons peuvent avoir d'autres vecteurs d'éducation qui ne collent pas vraiment à la réalité, pour ne pas dire pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est une phrase, une citation de Simone de Beauvoir qui disait on ne naît pas femme, on le devient, ça s'apprend, ce n'est pas inné finalement comme ça d'être une femme, de se connaître. Donc, je suis très heureuse de faire ta connaissance et de faire connaître aussi ce que tu proposes, parce que je pense vraiment que ça gagne à être connu et que, comme tu l'évoquais, c'est vraiment des cours, comme on a des cours de biologie aujourd'hui dans les collèges, les lycées, c'est ce genre de cours-là qu'on devrait avoir. Alors, ben, certains pour les filles, d'autres pour les garçons, d'autres simplement aussi pour la tolérance et la cohabitation ensemble, j'ai envie de dire, avec les différences de chacun, les perceptions de chacun. Et donc, voilà, je te souhaite en tout cas d'aller dans cette direction-là. Comment tu as choisi aujourd'hui les professeurs auxquels tu fais appel et est-ce que justement le projet tel que tu le proposes aujourd'hui a été bien accueilli? Comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là? Alors, ben, au niveau des professeurs, les premières professeurs étaient des proches euh, que je voyais, mais tellement bien avec moi. Donc c'est ça en fait, c'est des amis, des proches, un groupe de femmes que je voulais rassembler, de femmes de lumière, de femmes inspirantes, avec une énergie formidable et toujours une envie de partager et une conscience de vouloir faire ça entre femmes et d'exprimer de la sororité et de l'expérimenter entre nous. Euh, donc, j'ai eu que des retours positifs pour l'instant. C'est sûr que bon, je m'adresse vraiment à des milieux où je vais rejoindre des femmes sensibilisées
je suis pas prête à aller sur la place publique et puis tout ça. Euh, Même si s'il faut argumenter sur le bien fondé de ma démarche, je suis tout à fait capable de le faire. Euh, mais voilà, je suis encore en mode essai, erreur. Là, avec nos premières étudiantes, nos premières élèves la semaine prochaine, on va apprendre en même temps qu'elles, elles vont apprendre aussi. C'est ça qui est génial, c'est qu'on est dans la transmission. Moi, j'aime beaucoup cette image de me dire, OK, un parcours, c'est comme un puzzle, qu'on arrive chacune avec nos pièces. Et les profs arrivent avec leurs pièces. Il y en a une qui est arboriste, puis l'autre qui est aromathérapeute, puis l'autre qui fait du yoga. Et sur un sujet commun, on n'aura jamais mis en commun toutes ces connaissances-là. Mm. Sur le cycle, imagine un parcours où on te montre comment fonctionne ton cycle. On te donne des outils en acupuncture ou en herboristerie pour quand tu es à différents moments et puis tu manques un peu d'énergie, tu faut un peu plus d'énergie, tu as des crampes. On te donne des outils concrets pour agir là-dessus. Et puis après, on va te dire, OK, ben, tu sais quoi, ton cycle, tu vas arrêter de vivre ça comme si c'était de la poisse. Et au contraire, tu vas essayer de vivre ça comme un super pouvoir. Mm. Et tu vas vraiment embrasser toute cette énergie-là et toutes les différentes énergies de ton cycle pour les utiliser au mieux dans ta vie. C'est ça. Donc c'est inestimable, le fait de mettre ces femmes ensemble. Et puis aussi, les élèves vont venir avec leur vécu, vont venir avec leur expérience de vie. Donc, elles vont pouvoir aussi s'enrichir les unes et les autres. Je mets en place des communautés de femmes. Donc, pour l'instant, c'est de 25 à 55. Donc, je vais élargir aussi parce que je vais parler des premiers cycles avec les ados. Je vais parler des derniers cycles. Je vais parler de la ménopause, la préménopause. C'est pas un tabou qui est là-dessus, là. C'est Ça incroyable. fait partie pourtant du parcours de la femme, et c'est vrai que mm, C'est une étape importante dans notre vie, une complètement. étape de sagesse, une étape de... Et donc, bon, tout le signal qu'on envoie aux femmes, c'est qu'elles sont périmées, quoi. C'est ça, moi j'allais dire même plus, j'allais dire une fois qu'on est ménopausée, c'est limite on a un pied dans la tombe, quoi, déjà. Ouais, C'est c'est ça, c'est ça. incroyable. C'est voilà, bonne à jeter, comme tu dis. Au niveau du boulot, on n'est plus employable. Au Ouais, niveau de l'intimité, bah, ça va plus non plus parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de nous que voilà, on n'est plus comme certains voudraient qu'on soit. c'est Et ça. c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Et c'est important effectivement parce que bah, on passera toutes par là à un moment donné ou à un Oui, autre, plus ou moins tôt. Et comme tu dis, c'est encore de l'apprentissage de ben, comment je fais au mieux pour traverser ce passage de vie-là. C'est vrai qu'il y a tellement de passages finalement dans la vie d'une femme entre ben, la petite fille qui commence à se découvrir, l'adolescence qui prend des formes et voilà, qui passe à un nouveau stade de sa vie, la jeune femme, puis la femme qui deviendra maman, et puis c'est plus tard, ça. effectivement, ou pas, tout à fait. Et voilà, plus tard, c'est d'autres expériences. Et puis, comme tu dis, la ménopause qui arrivera à un moment donné, de toute façon. De Et toute puis, ben, façon. l'après, Mais c'est effectivement. ça. Et puis, on nous dit tellement que ça, il faut que ça soit pénible, Mm, que les femmes se conditionnent à ce que ça le soit. Mais quand entre femmes, on en parle entre nous, il y en a beaucoup pour lesquelles c'est une libération. mm, Une libération du poids de la contraception si elles étaient encore sous hormones, une libération, ça a libéré leur sexualité totalement, le fait de se savoir infertile. Alors nous, on pense que il faut qu'on porte ça comme un deuil, avec un voile noir pendant 3-4 ans. Mais non, en fait, tu peux t'éclater. Et c'est tout ça, en fait. Et quand on est entre femmes, la parole se libère. mm. On n'est plus dans, bon, peut-être au départ, là, on est encore dans nos attitudes qu'on nous impose. Mais au final, pour un peu que la parole se libère, après, on est dans nos vérités, quoi. Puis on ose dire des choses que s'il y avait des hommes avec nous dans la pièce, ben, de peur de les choquer, ben, on ne le dirait pas.
Oui, ou même des fois, même quand on est entre amis, il y a des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas dire parce que bon, bah, même si c'est les copines, on a peur des fois de se sentir jugé ou de pas être raccord avec ce qu'elles peuvent penser, etc. Tandis que là, même si du coup, il y a des liens qui se créent petit à petit, bah, au début, on ne se connaît pas forcément toutes. Et c'est vrai que ça fait du bien de parler parce que comme tu dis, on a l'impression que être une femme, c'est chiant. Être une femme, c'est douloureux. Et Ouais, c'est vrai, mais tout est caricaturé comme ça, où, bah, bon, petite, ça va, à la limite, il n'y a pas trop de différence. Et puis, dès qu'on commence à avoir des formes par rapport au soutien-gorge, par rapport aux règles, par rapport à ça, bah, c'est plein de choses dans la vie d'une femme, on a l'impression que, alors l'accouchement, c'est pareil, donc forcément, déjà, tu as des nausées, forcément, ça se passe mal, forcément, l'accouchement, c'est douloureux. Enfin, c'est vrai que c'est toujours finalement quelque chose, on a l'impression bah, qu'être une femme, c'est douloureux, être une femme, c'est pas cool, être une femme, une c'est plein de épreuve. contraintes, être une femme, voilà, c'est limite un sacerdoce à porter toute sa vie et que, bah, pas de bol, quoi. Ouais. Voilà, t'avais une chance sur deux, bah, pas de chance. Et du coup, c'est pas ça, quoi. C'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. C'est beau d'être une femme. Il y a beaucoup de fierté, je pense, à être une femme. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'être une femme. Et comme tu dis, c'est important de libérer la parole et que les femmes se réapproprient justement cette joie aussi d'être une femme et dans cette connaissance, parce que c'est vrai que quand tu sais comment t'accueillir, quand tu sais comment t'apprivoiser, quand tu sais quoi faire pour, bah, quand il y a des désagréments, quels qu'ils soient, quand tu sais, voilà, comment faire en sorte que ce soit plus doux, comment t'aimer dans tous ces moments-là que tu traverses, dans les épreuves qui parfois sont douloureuses en tant que femme, et ben ça passe mieux. Ça passe mieux et d'avoir des groupes justement comme ça qui sont soutenants et bienveillants aussi, où bah, clairement c'est venez comme vous êtes et d'être accueilli et où on sait que il n'y a pas de il n'y a pas de questions merdiques, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de choses taboues. Au contraire, je pense que c'est l'endroit parfait pour bah, oser dire, oser poser des questions, puis se déposer aussi parfois simplement avec ben, pas d'autre intention que d'être la bienvenue euh, et de pouvoir bah, s'ouvrir à soi d'une autre façon. Mm. Ouais. C'est c'est tout ça, c'est tout ça. Alors là, j'ai un groupe Facebook, euh, le groupe école. Alors il y a le groupe école, donc tout le monde est bienvenu. C'est là que je donne mes exposés, les exposés directrices. J'aime beaucoup piocher dans le vocabulaire de l'école. Donc je donne des exposés. Et donc la semaine passée, j'en ai fait un, c'était sur l'histoire des protections périodiques. Mhm. C'était vraiment super intéressant parce que je me suis rendu compte à quel point la manière dont les femmes ont toujours géré leur menstruation était fonction de la manière dont leur corps était perçu dans la société. Il y avait des tabous. Enfin, par exemple, en 1500 avant Jésus-Christ, les Égyptiennes utilisaient des tampons. C'était des bandelettes de coton qu'elles se mettaient dans le vagin. C'est hyper moderne. Mm. Et avec l'avènement des sociétés modernes et notamment des religions monothéistes, ben, il y a eu un gros tabou sur le corps de la femme. Il était interdit de mettre des protections internes parce que ça pouvait nous procurer du plaisir. Ouais, c'est Mm. ça. Donc, il a fallu attendre le XXe siècle pour que les protections internes réapparaissent dans les sociétés occidentales. Tu vois, après, tout ce qui est société orientale, j'ai moins fait de recherche, mais c'est prévu. Il faut vraiment que j'approfondisse ce sujet, c'est Alors, c'est génial. ce que j'allais te dire et je serais vraiment heureuse de participer à ça parce que moi, c'est une cause qui me touche énormément. Tu sais qu'en Inde, par exemple, les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école quand elles ont leurs règles parce qu'elles sont impures. En Ouais. 2020, ça se passe encore comme ça. Et c'est quelque chose qui, moi, me touche énormément de me dire que bah, du coup, il y a beaucoup de filles à partir de la puberté qui ne vont même plus à l'école, qui n'osent plus y aller parce que du coup, elles sont vraiment lynchées. Il n'y a pas d'autre mot. Ça se passe vraiment comme ça. Et donc, du coup, bah, l'éducation des jeunes filles ne se fait plus. Et bah, du coup, elles ont d'autres alternatives, d'autres travaux, d'autres
voilà. Mais en tout cas, elles se coupent de l'éducation, elles se coupent de l'école, elles se coupent de leur capacité, elles se coupent d'un avenir autre à cause de ça, sur simplement le fait d'être une femme, de devenir une femme et d'avoir ses règles et d'être jugée très fortement pour ça. Donc, n'hésite pas, je pense que cet atelier sera le bienvenu et puis je pense que c'est important aussi, quelque part pour la conscience collective, que les femmes occidentales prennent conscience de comment ça se passe ailleurs, encore aujourd'hui, et d'être dans cette mise en lumière, d'élever aussi la conscience collective, parce que plus on en parlera et plus on mettra en lumière ce que certains gouvernements peut-être veulent cacher ou veulent stigmatiser, et plus je pense que en tout cas ça ne pourra faire que du bien de faire avancer les choses, parce que voilà, moi ça me fait bondir et je trouve que c'est pas normal que quel que soit l'endroit de la planète aujourd'hui, les femmes n'aient pas accès à certaines choses, ou les femmes soient conditionnées d'une certaine façon, simplement parce qu'elles sont des femmes, et que les hommes en général, ou en tout cas une partie des hommes, décident qu'elles doivent être catégorisées d'une certaine façon, empêchées de certaines choses, ou ne pas avoir accès à d'autres choses. Voilà, simplement pour une histoire de genre et de fonctionnement interne différent. Oui, c'est tout le sujet du patriarcat au final. Et j'ai vraiment, même je viens de voir sur mon groupe, par exemple, il y a énormément de femmes qui sont intéressées par le féminisme. Mais quand on a un discours sur le patriarcat, là, tout de suite, ça les bloque parce que on me dit que je suis misandre. Mais je suis pas misandre. Je suis réaliste. Je sais que ce n'est pas la faute individuellement des hommes, mais qu'il y a un système patriarcal qui nous coupe, qui coupe tous les individus d'une moitié de leur personnalité. Nous, c'est le masculin qu'on va couper, et les hommes, c'est le féminin qui vont couper pour rentrer dans les cases qui ont été choisies par ce système-là. Et donc, quand je parle de ça, et ben on voit bien que les hommes sont aussi des victimes, même si au bout de la course, ce sont les gagnants. Hein, en tout cas, certaines catégories d'hommes, on voit bien que les sphères de pouvoir sont masculines. On voit bien que la répartition des charges ménagères, c'est essentiellement sur les femmes. Voilà, on voit bien que les hommes tirent leur épingle du jeu d'une certaine manière, mais au prix de sacrifices également. Et donc, c'est pas une vision misandre. Ça, c'est une vision qui remet les individus dans ce système-là et qui essaie de regarder la cause des causes. Quelle est la cause du comportement des hommes? Pourquoi est-ce qu'ils ont un ego fragile et pourquoi ils se sentent obligés de fouler au pied le féminin en eux et le féminin autour d'eux? Et une fois que tu commences à étudier ça, ben, tu comprends un peu mieux ce qui se joue. Tu comprends un peu mieux ce qui se passe autour de nous. Et ça peut être douloureux, ouais, comme prise de conscience. Hein. Une fois que tu as commencé à voir tout ça, tu peux plus regarder le film de la même manière que tu le regardais avant. Et puis, quand tu regardes le classique d'enfance, ça fait saigner les yeux. Mais c'est un contexte historique. Et puis après, il faut apprendre aussi à arriver à vivre là-dedans. Et c'est là où l'école, tu sais, je te disais qu'au début, quand j'étais à mes débuts de féminisme, j'étais tout le temps en colère. Mais là, l'école, elle est là pour apporter de l'apaisement aussi là-dedans. Parce que quand tu comprends les choses et quand tu comprends quels sont les leviers que tu peux avoir sur ta propre vie, comment tu peux aussi influencer les autres, la vie des autres pour le mieux, ben là, il y a un apaisement qui arrive. La colère, tu la transformes. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est de voir quels sont les constats
et de ne pas rester dans la résignation, mais de transformer cette énergie-là en quelque chose. J'aimerais faire tache d'huile. J'aimerais inspirer des dizaines et des centaines de femmes à avoir des initiatives à leur niveau, au niveau local, mais aussi sur Internet si elles veulent. Il y a tellement à faire. Le féminin est tellement en friche que j'espère que je vais être une brique dans le démantèlement du patriarcat et qu'il y en a d'autres qui vont naître que je vais inspirer, quoi. Et c'est important, comme tu disais, de parler vraiment de patriarcat et puis finalement pas des hommes en général, parce que il y en a beaucoup qui, enfin, je sais pas s'il faut dire malheureusement, mais qui sont soit dans le côté diabolisation, soit dans le déni total. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai l'impression que dire qu'on est féministe ou parler de féminisme, c'est limite devenu un gros mot, comme si, voilà, l'homme, de façon générale, était devenu forcément méchant, etc. Alors que la question, elle n'est pas du tout là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont fait un cheminement personnel, qui ont une conscience, en tout cas, plus élevée que leur taille, et qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce qui leur est proposé comme modèle, comme espace d'expression en tant qu'hommes, en tant que qui ils sont et qui ils ont envie de devenir, quelle masculinité ils ont envie de manifester. Et je pense que c'est important d'être vraiment dans cette reliance, ne pas voir l'autre finalement comme un ennemi. Et je pense que peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on est vraiment dans l'ère où les femmes ont besoin de se réapproprier qui elles ont besoin de reprendre leur pouvoir, elles ont besoin de se réintérioriser pleinement et de reconstruire les bouts de puzzle qui peuvent parfois être fracturés à l'intérieur d'elles. Je pense que viendra ensuite, et peut-être pas dans si longtemps que ça, le temps vraiment de la réunification, vraiment, de ces parts de masculin, de féminin, en chacun, en chaque être, femme ou homme, parce qu'il y en a marre de cette guéguerre, parce qu'on n'est pas là pour ça, et parce que voilà, chacun a son bout de chemin à faire, et comme tu disais, il y a des parts d'histoire qui sont tellement importantes pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là, dans toutes les civilisations, dans toutes les époques finalement qui ont construit la société telle qu'elle est aujourd'hui. Pour autant, comprendre ne pardonne pas tout. Il y a quand même des choses qui ne sont juste pas acceptables. Et c'est aussi important de le dire et de mettre en lumière et que voilà, de mettre, on va dire, des barrières et de, en soi, en tant que femme, retrouver déjà sa sécurité intérieure pour arriver à le manifester, voilà, le rayonner simplement à l'extérieur et transmettre ça aussi aux générations futures, aux femmes en construction, qu'elles soient bien plus droites dans leurs bottes que peut-être ce qu'on a pu l'être nous en grandissant jusqu'à présent. Alors peut-être que parfois on a cet esprit un peu revanchard, diront certains, et peut-être effectivement. Pour autant, je pense pas que ça soit un mal et que si certaines vérités dérangent, il y a peut-être des choses à aller voir aussi de ce côté-là. Donc voilà, je ne sais pas si tu as prévu ça, peut-être plus tard d'ailleurs, l'invitation du masculin dans cette prise de conscience. Et je pense que certains hommes, ne serait-ce que sur le côté physiologique, gagneraient beaucoup à apprendre également à connaître mieux les femmes que ce qu'ils Ah, peuvent percevoir avec leurs propres yeux et leurs propres mains. ouais, c'est sûr. Mais je suis consciente que il faudrait qu'il y ait la même initiative que la mienne pour le masculin. Ça peut pas être une école de sorcières, le symbole, il va pas. Mais je pense que le masculin a besoin d'une initiative comme la mienne. Et je serais heureuse, même si ça existe, de faire des événements conjoints au final, Ouais, complètement. tu vois, euh, parce que je suis persuadée que oui, il faut se réconcilier. Il faut se réconcilier, mais tout en prenant conscience de ce qui a été fait, de ce qui se joue encore. Donc, il faut que les hommes prennent leur part de responsabilité, que les femmes aussi prennent leur part de responsabilité. On a tous joué le jeu du patriarcat à un moment donné, parce qu'on n'était pas conscient de ça. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on a fait, puis se réconcilier avec nous-mêmes et pour ensuite nous retrouver. C'est là où aussi le côté apaisement
de notre colère en tant que féministe est important parce que il faut qu'on arrive à communiquer, quoi. Qu'on arrive à revenir ensemble. Ça veut pas dire tout oublier. Ça veut dire, au contraire, se rendre compte de ce qui s'est passé et prendre nos responsabilités. Mm. Ouais, et puis C'est j'aime un beaucoup ce programme. mot. Ouais, vaste programme, et en même temps, j'aime beaucoup ce mot de responsabilité, c'est l'habilité à répondre de ses actes, à répondre de ses pensées, à répondre de ce que l'on décide pour soi maintenant. Donc effectivement, le but n'est pas d'être rancunier sur quoi que ce soit, mais d'apprendre de ce qui a été pour construire quelque chose qui soit beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus apaisé et beaucoup plus constructif d'ailleurs pour tout un chacun, parce que c'est vrai que pour l'homme, c'est pas non plus hyper valorisant. Je pense qu'après, quand on tourne le regard vers soi, euh, voilà, de se regarder dans une glace quand on n'est pas aligné d'une façon ou d'une autre, et de se dire, bah voilà, comment maintenant je poursuis mon chemin, comment j'avance, quelle est ma vision finalement pour moi, pour mes enfants, que ça soit petit garçon ou petite fille, qu'est-ce que j'apprends à ma fille pour grandir en tant que femme, quelle vision je donne à mon petit garçon de la femme en règle générale, comment j'apprends aux futurs citoyens à grandir ensemble, déjà de par toutes les différences qu'il peut y avoir les uns les autres, mais de par cette dissociation fondamentale, j'allais dire de base, qui est voilà, être une fille ou être un garçon. Et c'est flagrant des fois de constater ça, mais dès tout petit, dans les cours de récré, de voir les dissociations qui se font, de voir les réflexions que sont capables de se faire les enfants. Et c'est vrai qu'il y a un âge où il y a des mots qui ne peuvent pas venir tout seuls dans la bouche des enfants. Donc c'est forcément qu'ils ont voilà, entendu ça à un moment donné ou à un autre, ou qui reproduisent des schémas qui se passent forcément à la maison. Et donc d'avoir voilà, cette éducation parallèle, on va dire. Et je trouve ça super que du coup voilà, tu aies plusieurs accès à ce que tu proposes aujourd'hui, qui est l'école en elle-même, et que par ailleurs sur les réseaux sociaux tu proposes une première approche ouverte à tout le monde de ce que tu fais, pour que voilà, ça donne le goût, ça donne l'envie, ça donne la curiosité d'aller voir ce qui s'y passe, et de voir si on est prête ou pas à faire ce premier pas vers soi-même finalement, et d'apporter quelque part sa petite pierre à l'édifice d'une conscience collective qu'on a envie de voir évoluer vers le mieux. Quel a été toi finalement ton parcours de femme qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, et d'avoir cette fougue et en même temps cette conviction profonde que c'est important? Ah, ben, je pense que j'ai 42 ans. Alors, j'ai été élevée dans une mentalité un peu à l'ancienne, dans j'avais une maman qui a toujours travaillé, enfin, toujours une maman, mais elle a toujours travaillé et elle a toujours pris en charge la maison. Elle avait, voilà, elle tenait tout à bout de bras. Donc, j'avais quand même une maman active et j'avais une image de femme forte. Et en même temps, l'ambiance à la maison était un peu traditionnelle. Hein. À la maison, c'était des pieds noirs espagnols. Donc c'était les hommes à table et les femmes qui servent. Hein. Voilà, ça a été ça pendant pas mal de temps quand j'étais petite. Euh, moi, je suis un mix de tout ça au final. Euh, Même si je voyais très tôt, je voyais que c'était pas juste que ce soit les femmes qui se lèvent à chaque fois et que les hommes ils puissent rester tranquilles à table en train de boire leur café. Les femmes faisaient déjà la vaisselle. Donc ça, j'ai toujours été quelqu'un qui me rendait compte des injustices en fait. Très tôt, ça a été fondateur en fait dans nos personnalités. Et puis, quand je me suis rendu compte ben voilà, des inégalités entre les femmes et les hommes, ben c'est mon côté feu, là, qui était en colère, qui a été en colère pendant des années, parce que j'avais vraiment cette sensation d'injustice, quoi.
D'autant plus que quand les autres, ils veulent pas le voir, ça me mettait dans une poil incroyable. Et puis là, récemment, je suis arrivée à la conclusion que la colère toute seule, ça te consumait de l'intérieur, ça t'aigrissait, mais que à notre petit niveau, au final, c'est facile de se dire qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Là, j'ai essayé de me dire non, c'est pas vrai. Voilà, j'ai beaucoup d'énergie là, j'ai un volcan moi, c'est ça, mais j'ai un volcan à l'intérieur, j'ai de la lave et il faut que ça serve à quelque chose. Et donc voilà. Donc oui, j'ai envie de changer le monde à ma mesure quoi. Qu'est-ce que ça a changé justement pour toi de devenir maman et d'avoir justement une petite fille? Oh ben ça a exacerbé tout ça hein, quand je voyais l'état du monde et une conscience écologique aussi qui est venue avec sa naissance et de me dire mais qu'est-ce qu'on va lui laisser? Et puis c'était fou, elle était encore dans mon ventre que les gens autour de moi avaient déjà des attentes. Et puis moi je voulais pas savoir le sexe. Alors on a attendu jusqu'à la dernière seconde quand elle est sortie. Bon ben on a su que c'était une petite fille. Et d'ailleurs c'est beau de la manière dont ça s'est passé. La la docteure savait que on connaissait pas le sexe. Et donc, quand elle a sorti, elle a pas regardé et elle a donné à mon mari, elle lui a dit, c'est le papa qui va nous dire le sexe. Et donc là, c'est une blague, mais on aurait dit Forrest Gump qui parlait, il a dit, ça a été un moment magique. Mais il y a énormément de gens qui m'ont demandé, et du coup, on lui achète quoi? Ben, elle achète rien. Puis si tu veux vraiment acheter quelque chose, on s'en fout de la couleur. Si vraiment ça te met mal à l'aise, prends du jaune, du vert. Enfin, je sais pas, débrouille-toi, mais moi je m'en fous, tu vois. Donc c'était vraiment, il y avait énormément de gens qui étaient complètement désarçonnés par le fait que je ne voulais pas savoir le sexe. C'était un bébé, c'était un enfant. J'allais l'aimer de tout mon être, quel que soit son sexe. Tu sais, c'était comme si on voulait savoir, ça va être quoi sa couleur de cheveux. Mais c'est vrai, hein, c'est un élément qui conditionne tellement la place que l'individu va avoir dans la société, en tout cas qu'on attend qu'il ait, Mm. que il faut absolument savoir son sexe avant qu'il sorte du ventre. Donc moi, j'ai tenu bon et on n'a pas su. Et quand elle est arrivée, après, après c'est les premiers cadeaux. Alors je disais pas de rose. Forcément, on en a eu. Puis je me suis aussi adoucie par rapport à ça. Je me dis ça sert à rien de lui interdire une couleur, c'est complètement ridicule. C'est renforcer au final le stéréotype. Donc moi je sais que je dis pas de rose, que je vais quand même en avoir. Que quand des gens me donnent des affaires, parce que je suis beaucoup dans le seconde main, il va y avoir du rose dedans. Puis c'est pas grave parce que ça fait une belle variété et qu'elle n'est pas exposée qu'à ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sentaient frustrés que je leur dise non, pas de rose, non, pas de princesse. Alors, ma marraine, qui est la sœur de ma mère, elle a toujours fait à sa tête. Et elle me disait, regarde pas, c'est pas pour toi, c'est pour ta fille. Et donc, elle des trucs, Elsa, Yana, Rose. Bon, voilà, les trucs que ma fille adorait, forcément. Mais bon, après, c'est le jeu aussi, quoi. C'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on nous socialise. Au final, on pense que pour faire plaisir à une petite fille, il faut lui offrir du rose et puis des princesses. Donc, ouais, le fait d'avoir une fille, ça m'a renforcé dans mon féminisme. Ça m'a permis aussi de le nuancer aussi beaucoup. Et parce qu'on vit dans la société dans laquelle on est, donc je peux pas interdire à ma fille de voir des dessins animés de princesses. En revanche, je peux être à côté d'elle et je peux faire mes petits commentaires. Bien, c'est pas un peu bête ça? C'est fou.
Elle pourrait faire autre chose de sa vie que d'attendre, hein, quand même. Je sais pas moi, faire des études, devenir docteur, astronaute. Mais c'est rigolo parce que du coup, elle arrive maintenant à voir certaines situations, de lui dire, tu sais, de se dire non, mais c'est pas normal, elle pourrait faire autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de lui transmettre un esprit critique C'est ça. parce que la société elle restera comme elle est, quoi. Mm, mm. Enfin, moi, je fais tout pour la changer. Mais en tout cas, tu vois, les influences culturelles, les films, tout ça, ça va rester un bon moment, quoi. Oui, effectivement, c'est important d'arriver à aiguiser cet esprit critique et qu'ils arrivent à se construire leur propre filtre pour arriver à analyser le monde autour d'eux. Quel est le message que tu as envie de transmettre aujourd'hui aux femmes, alors aux femmes d'aujourd'hui comme aux femmes en construction? Ben, allez-y les filles, quoi. Je sais pas, branchez-vous à qui vous êtes vraiment et pas qui on attend que vous soyez. Euh, lâchez pas vos rêves et, et apprenez à vous connaître en fait avant d'apprendre à tenir une place. Vous avez aucune urgence à trouver l'amour ou à vous mettre en couple ou à construisez-vous avant. Sachez ce que vous voulez, puis le reste ira bien après, quoi. C'est vraiment le fait de se reconnaître, se connecter à soi-même et de se connaître. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Moi, je me suis connue sur le tard et c'est beaucoup d'années de perdu au final. Bon, après, c'est le chemin de chacune, hein. Ça. Voilà, on fait pas de course. Mais moi, j'espère que ma fille, elle sera mieux outillée pour se connaître plus tôt dans sa vie, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il est jamais trop tard, hein, sauf le jour où il est vraiment trop tard. Mais pour le coup, c'est bien qu'il y ait des initiatives comme la tienne, au-delà de tout ce qui existe déjà, pour justement tendre une main et permettre aux femmes de, bah, des fois, faire le premier pas sur le chemin qu'elles ont envie de parcourir pour elles, dans la connaissance d'elles-mêmes. Et c'est vrai que au-delà d'être une maman, une compagne, une épouse, voilà, peu importe l'emploi aussi peut-être que vous pouvez avoir et la position sociale qui est la vôtre aujourd'hui, être avant tout vraiment pleinement connecté avec qui vous êtes, à ce que vous avez envie, à ce qui vous fait vraiment vibrer, au-delà des apparences, au-delà de voilà, du paraître qui peut parfois avoir une certaine importance dans la société dans laquelle on vit. Comment on fait du coup, Sandrine, pour te retrouver? Alors, on a parlé du groupe Facebook. Est-ce que tu as d'autres moyens de communication? Est-ce qu'on peut venir à toi d'une autre façon? Alors, le groupe Facebook, c'est encore ce qu'il y a de plus pratique. C'est École Le Chaudron. Donc, il y a le groupe École. Sur Instagram aussi, il y a École Le Chaudron, école.le.chaudron. Donc là, on va montrer un peu plus les coulisses, un peu plus, voilà, les préparations. Et il y a un site qui s'appelle écolelechaudron.com. Là où il va y avoir aussi des informations. Au fur et à mesure, quand il y aura des parcours qui vont s'ouvrir, il va y avoir aussi les différents parcours, les différentes dates. Mais on va dire que les endroits vraiment les plus importants, c'est Facebook et Instagram. Parce que pour les femmes qui sont aussi intéressées, ça va me permettre de leur demander ce qu'elles peuvent faire. Par exemple, pour le mois prochain, je voulais faire le cours de bio, je voulais le faire sur 3 semaines, faire quelque chose de complet. Mais j'ai aussi eu une idée de faire de la bio, puis de l'acupuncture, et puis par exemple du yoga. Ça fait quand même une petite capsule sur un mois de ce que à terme je veux faire sur 3 mois. Ça permet quand même de voir les articulations entre les différentes matières. Et donc, ben, je sais pas ce qu'elles vont préférer. Donc, je vais leur demander sur Instagram et je vais leur demander sur Facebook. Je leur dirai, écoutez, moi, j'ai 2 formules.
qu'est-ce qui vous appelle le plus? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Parce que moi, le but, c'est pas de faire l'université, puis de pondre des cours, et puis bon, ben les filles que ça intéresse, elles viennent. C'est vraiment de dire non, les femmes qui viennent à moi, qui ont besoin de moi, ben de quoi vous avez besoin, puis je vais vous le donner, quoi. Je vais trouver les meilleurs professeurs, on va faire un cours du tonnerre, et on va s'amuser ensemble. On va apprendre, mais on va avoir beaucoup de plaisir entre femmes, ensemble, à avoir tout ce partage et ouais, tout cet apprentissage, quoi. Créé par les femmes, pour les femmes. Oui. On n'en a pas parlé, mais du coup, tous ces cours-là se font exclusivement en ligne. Ah oui, pour l'instant, oui, ben, à cause de la pandémie. Après, moi, je suis sur Montréal et j'exclus pas non plus que une fois que la pandémie s'essoufflera et qu'on commencera à avoir des vies plus dans la normalité, qu'on puisse faire des événements, des retraites, par exemple, j'aimerais bien ça. Et de temps à autre, je rentre en France aussi et j'ai des membres de mon équipe en France. Donc, je me dis qu'on pourrait aussi organiser une retraite en France et une au Québec, des sortes de retraites de 2-3 jours. On prend des tentes, on va au milieu de la forêt et on fait des sabbats autour de feux de camp. Euh, et voilà, se retrouver entre nous, entre femmes, avec des profs, et puis faire des ateliers. Puis, mais oui, pour l'instant, après, mon rêve, ça serait d'avoir une vraie école, d'avoir au moins une salle de classe et qu'on puisse toutes se rencontrer et partager tout ça ensemble. Mais c'est pas pour le moment. L'intention est là, donc Ouais, ouais, c'est posé quelque part dans l'univers, en tout cas. c'est ça. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Sandrine, pour ce beau moment de partage. Je suis vraiment ravie d'avoir voilà, découvert par hasard ton initiative. Merci pour ce que tu fais. Merci pour le partager avec autant de conviction et d'authenticité. Je trouve ça vraiment super. J'espère que ça inspirera le plus de femmes possible à elles-mêmes écouter finalement leur feu intérieur, ce qui les anime comme ça, parce que il n'y a jamais de hasard. S'il y a quelque chose qui vous anime, c'est que probablement ça a sûrement à voir avec votre mission de vie, ou en tout cas ce que vous êtes venu faire ici, peut-être au-delà de ce que vous faites déjà. Oser, je pense que c'est quelque chose de chouette. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup, Anne-Claire. Bah, écoute, avec grand plaisir et voilà, je suis avec un grand intérêt ce que tu fais. Et je serais ravie voilà, que nos chemins se recroisent à un moment donné ou à un autre pour te soutenir dans ce que tu fais et simplement y prendre part parce que ça me touche également énormément. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.